Salut gang! Bon, écoutez, on reprend mon balado. On a pris une pause estivale, mais là, on se bouge, puis on continue les balados. On part pour toute l'année. On a des projets vraiment intéressants à vous présenter. Mais là, aujourd'hui, j'ai quelqu'un que je connais depuis longtemps, que je connais depuis très longtemps, en fait, et qui fait un travail extraordinaire, hyper important à vous présenter. C'est Tania Lompré, qui travaille, qui enseigne, en fait, le français aux nouveaux arrivants depuis 20 ans à peu près, maintenant. Pas tout à fait 20 ans, un petit peu moins, mais presque 20 ans. Qui a un doctorat en éducation, spécialisé en francisation, éducation et participation des nouveaux arrivants à la société québécoise. Imaginez comment c'est important, comment c'est névralgique dans la société d'aujourd'hui. Bon, ça fait plus de 15 ans, je l'ai dit. Chargé de cours en didactique des langues secondes. Auteur de 2 livres, qui a écrit 2 livres, Tania Lompré, 2 livres quand même. C'est majeur. Un Québec cherche québécois pour relations à long terme et plus. 2 points. Comprendre les enjeux de l'immigration, qui est écrit en 2013. Et le deuxième livre, c'est Péril scolaire, les 10 mots de l'éducation au Québec, qui est écrit en 2015. Je pense que c'est des ouvrages à aller visiter. Publication de textes d'opinion dans la presse, de Devoir, Journal de Montréal. Elle était candidate aussi pour le PQ dans Vio en 2013. Elle a un blog maintenant, puis elle a maintenant un balado. Bref, ça s'appelle Avec ou sans accent. Je vous invite à aller voir ça. Donc, en fait, je suis très honoré en fait, de l'avoir ici avec moi. On va parler. Ça va être vraiment passionnant. Je vous le dis parce que la présentation, comme d'habitude, est faite après. On l'a déjà enregistré. On a déjà parlé pendant 1 heure de francisation, de nouveaux arrivants, des enjeux qui sont liés à tout ça, à la culture québécoise, à l'intégration des nouveaux immigrants à la culture québécoise, puis évidemment à la langue, ce qui est fondamental. Ça va être passionnant. Restez avec nous. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un, comme je vous en ai parlé déjà, j'ai quelqu'un de très intéressant que je connais depuis longtemps. On ne s'est pas vu depuis un bout, mais C'est vrai. elle est comme dans mon orbite là, depuis plus d'une dizaine d'années. Là, elle est là-dedans. Dans le temps que je militais au Mouvement Québec français, Montréal français, avec Mario Beaulieu et tout ça, on s'est côtoyés beaucoup. Puis en politique aussi, au Bloc québécois, pendant la campagne de 2015. On avait fait des rassemblements ensemble. Puis bon, on s'est vu beaucoup. Il y a eu des grosses luttes là, au début des années 2010, Mouvement Montréal français, notamment les écoles passerelles, puis il y a eu toute cette affaire-là. Et, ma foi, la question du français, ça reste une question toujours d'actualité. La survie du français, le déclin du français, bon, les chiffres et tout. Et Tania, ben, tu travailles depuis... En fait, c'est un peu ta vie, je pense, la francisation, la lutte pour le français, c'est un peu ça, là. C'est une bonne façon de le dire, un peu ta vie. Ouais, c'est un peu ta vie, je veux dire... c'est vrai. Bon, là, j'ai parlé tantôt de tous tes titres, mais tu sais, quand tu as un doctorat en éducation spécialisé en francisation, éducation et participation des nouveaux arrivants à la société québécoise, c'est quand même un titre qui en dit long sur... T'es au milieu, en fait, un peu de la tempête, d'une certaine façon, par rapport à la francisation au Québec. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, t'as raison, mais tu sais, moi, je suis un peu née au milieu de la tempête, là. Tu sais, moi, mon père est québécois, né au Québec. Ma mère est née en Italie, a grandi au Québec, là. Évidemment, elle est arrivée ici à 3 ans. On s'entend qu'elle est aussi autant québécoise qu'italienne, là. On peut additionner très bien les identités, je crois, tu sais. Puis, j'ai grandi dans un milieu, justement, tu sais, où mes grands-parents... parlaient en tout cas, ma grand-mère parlait très peu français. Okay. Tu sais, c'était autour de moi. Tu sais, mais ma mère et ses frères avaient étudié à l'école francophone, mais c'était assez peu le cas chez les Italiens dans ce temps-là. Donc, tu sais, l'autre partie de ma famille, tu sais, les cousins, cousines de ma mère avaient étudié à l'école en anglais. Tu sais, fait qu'on a... Moi, j'étais un peu toujours un peu entre ça. Fait que je suis née dans un milieu comme ça. Puis quand est venu le temps de choisir ma carrière, ben, j'ai étudié, en fait, en communication parce que je voulais être journaliste. Et j'ai pas aimé ça parce que je me suis rendu compte que j'allais toute seule derrière un ordinateur la majorité de ma vie. Tu sais, c'est pas tout le monde qui devient Paul Arcand, on s'entend, là. Quelque chose comme ça. Ouais. Puis, j'ai fini par bifurquer vers l'enseignement, mais je me suis spécialisée en français langue seconde. Un peu pour redonner ce que ma mère avait reçu ou tu sais, ce que les gens autour... avait fait comme parcours, là, donc elle avait appris le français. Fait que j'avais envie de faire ça. Fait que je voulais pas enseigner le français au secondaire dans une école... dans une école régulière. Je voulais vraiment enseigner aux gens qui arrivaient à parler français, puis pas seulement à apprendre une langue, mais aussi à apprendre une culture. T'sais. Fait que moi, je voulais non seulement enseigner le français, mais aussi être une passeuse de culture pour la culture québécoise. Fait que j'ai comme un peu amalgamé ces deux choses-là. Puis ben, j'enseigne encore. Ça fait depuis 2007 que j'enseigne, mais après ça, j'ai fait ma maîtrise en didactique du français langue seconde et mon doctorat, justement,
spécialisée en francisation en éducation. Fait que c'est vraiment tout au cœur de ma carrière, de ma famille, de ma vie quotidienne. Donc, au jour le jour, tu enseignes le français aux immigrants. Oui. Grosso modo, en ce moment. Oui, puis maintenant, j'enseigne aussi aux futurs enseignants de français langue seconde à l'université. Fait que je fais les deux. OK, quand même. OK. Ouais. C'est quoi les défis en ce moment? C'est quoi... Tu sais, on parle beaucoup, la survie du français, on parle beaucoup de faire en sorte que les immigrants qui débarquent ici adoptent notre culture, adoptent notre langue, que c'est un défi quotidien. Toi, tu es là-dedans. Là. Je veux dire, c'est pas juste dire des mots politiques. T'es vraiment sur le terrain. T'as les deux mains dedans. Là. Oui, au front. Au front. Non, mais t'es vraiment au bat. C'est quoi les défis? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui marche pas? Qu'est-ce qui marche, en fait, aussi? Qu'est-ce qui marche ou qu'est-ce qui marche pas dans la façon dont on traite cet enjeu? Je dirais que ça dépend des années. Des fois, il y a des programmes qui marchent, qui fonctionnent bien. D'autres fois, ça fonctionne moins bien. Je dirais que le principal défi, c'est qu'on est à peu près un des seuls endroits dans le monde où il y a 2 langues internationales qui sont en concurrence. Ah ouais. Tu sais, si tu immigres, par exemple... je sais pas, moi, aux États-Unis, mais tu sais, oui, on parle beaucoup espagnol aux États-Unis, mais la langue... principal, c'est l'anglais. Oui. Fait qu'il n'y a pas de concurrence linguistique. Alors que quand tu t'installes à Montréal, ici, par exemple, on est dans le sud-ouest de l'île, mais c'est sûr que les gens vont sortir de chez eux puis vont entendre du français, mais aussi de l'anglais, puis vont se dire, ben j'ai un choix à faire pour apprendre une langue quand j'arrive. T'sais. Alors que si je m'installe en Italie, si je m'installe en Pologne, si je m'installe en Allemagne, ben j'ai pas vraiment de choix linguistique parce qu'il y a une langue véhiculaire que tout le monde utilise. Fait que je pense qu'il y a vraiment un enjeu ici. C'est vraiment ça qui fait en sorte que le français est toujours non seulement une question d'actualité, mais aussi une question d'avenir. Parce que l'avenir du français dépend du choix que les gens vont faire lorsqu'ils arrivent ici. Okay. Puis, tu sais, pour les enfants, ça fonctionne bien. On s'entend que quand tu passes par l'école primaire, secondaire, tout ça, tu apprends le français. Quoiqu'il y a quand même des enjeux. Tu sais, des fois, j'entends les gens dire « Ah oui, mais la loi 101, ça va. » D'accord. Mais tu sais, tu vas voir dans une cour d'école ici, dans le sud-ouest, puis tu sais, je suis pas sûre que tu vas entendre que du français dans la cour d'école. Puis même dans les classes, tu vas avoir une certaine difficulté à utiliser la langue. Ça se passe juste en français et pendant un bout, ça marchera pas, là. Ben c'est ça. Parce que tellement il y a beaucoup de langues puis beaucoup de jeunes qui connaissent même pas un petit peu de français au début, là, c'est ça? Exactement. Fait que c'est sûr que si une nouvelle famille va s'installer à Chicoutimi, mais on n'est pas dans la même réalité. Les gens vont apprendre le français puis ça va aller assez vite. Au dépendant, à l'épicerie. C'est ça. Mais tu t'installes à Gatineau, par exemple, qui est un coin que tu connais bien maintenant que tu travailles beaucoup à Ottawa, et tu te rends compte que c'est pas ça la réalité. Fait que selon où les gens s'installent, il y a un autre défi aussi, parce que les gens qui s'installent en région, on a moins de ces problématiques-là. Est-ce qu'un jour, on va les avoir? Peut-être. Mais présentement, dans certaines régions, Gatineau, Laval, Montréal, on a vraiment des enjeux reliés au choix de la langue que les gens vont faire. Fait que même si tu passes ton primaire, ton secondaire en français, ben, tu peux après décider d'aller au cégep, à l'université en anglais, puis c'est correct, tu peux étudier en anglais. Moi, je veux dire, à l'université, tu peux faire le choix que tu veux. Je respecte les gens qui font le choix d'aller étudier en anglais à l'université, mais je comprends pas, par exemple, qu'au Québec, on puisse faire un premier diplôme en anglais. Par exemple, la loi 101 ne s'applique pas au diplôme d'études professionnelles ou encore à la formation générale des adultes. Fait qu'on peut arriver au Québec à 17 ans puis jamais apprendre le français. Ah oui. Fait que ça, c'est quelque chose qui, bon, pour moi, est un peu un échec. Là. Je comprends qu'on peut apprendre l'anglais, puis c'est correct, on peut apprendre 74 langues si on veut. Bien sûr. Mais dans un contexte où il y a vraiment une dualité linguistique avec 2 langues internationales en concurrence, ben le choix n'est pas toujours évident pour les gens qui font celui-ci. Puis dans l'histoire du Québec, on l'a vu, avec les Italiens. Tantôt, on se parlait... je pense que tu vas recevoir un réalisateur plus tard dans tes émissions qui vient de faire un film sur la loi 101. Exact. Puis, justement, on peut se dire que les Italiens, quand ils sont arrivés, ils ont fait un choix de mobilité sociale. Tu avais plus d'avenir si ton enfant allait à l'école en anglais. Ouais. Puis ça fait pas si longtemps que ça. On se parle de... Dans les années 60. Dans les années 60. Ouais. Donc, aujourd'hui, ça peut être encore la même chose. Il y a des nouveaux arrivants qui vont se dire choix, je voudrais faire le choix, qui ne peuvent pas nécessairement le faire, mais qui voudraient faire le choix de l'école anglophone parce qu'ils voient une mobilité sociale plus intéressante du côté anglophone. Puis,
qui est-on pour juger de ça? Je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, moi aussi, si je déménageais, tu sais, on parle par exemple d'un autre pays qui a un peu la même situation qu'ici, tu déménages en Espagne demain matin, tu sais, et tu vas te dire, je parle déjà espagnol, c'est bien, mais là, tu te rends compte que finalement, tu es en Catalogne, puis les gens parlent une autre langue, tu fais comme, OK, tu sais, là, j'ai peut-être aussi une autre langue à apprendre, mais ils vont probablement apprendre celle, puis c'est ce qu'on voit aussi un peu dans ce qui se passe dans ces pays-là, c'est qu'ils vont apprendre la langue avec laquelle ils ont le plus d'avenir, qui ont le plus de conditions, où ils vont trouver plus de travail. Tu sais, fait que les gens n'apprennent pas une langue. Tu sais, ils n'ont pas la même notion que nous de dire il faut protéger la langue. Ils vont se dire, ben est-ce que l'option A ou l'option B me donne un meilleur chemin? Puis ils vont prendre cette option-là. Fait que, tu sais, que tu sois à Chicoutimi ou à Amos, c'est sûr que les gens ne feront pas le même choix qu'à Gatineau ou à Villemort. Tu sais, fait qu'il y a des choses qui changent. Fait que ça, pour moi, tu sais, ça demeure un défi de tous les jours, en fait, de faire en sorte que le français soit choisi. Tu sais? Puis souvent, on va dire... Mais ça, excuse-moi, ça, c'est le centre de la bataille. C'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de choix. Ben oui, ben c'est ça. Pour la survie du français, il faut... Puis là, on peut dire, on aimerait ne pas avoir à l'imposer. T'sais, on aimerait que les gens... Tu sais, moi, j'ai fait des spectacles, tu t'en rappelles peut-être, mais j'avais peut-être été venu, je t'avais peut-être invité au Lion d'Or, J'aime ma langue dans ta bouche. Oui. J'ai invité des artistes de partout dans le monde qui venaient ici chanter en français. Chanter de... J'ai le souvenir, là, encore d'un groupe de musique tamoul qui venait du Sri Lanka, des gens qui étaient... Il y avait un groupe, il y était 4-5 musiciens assis sur la scène du Lion d'Or. J'avais mis une image de Serge Fiori en arrière, j'avais mis la boucane. Puis là, il était assis. Puis là, quand ça part, la musique, ça a des accents très sud-est asiatiques. Puis ils ont chanté comme un sage d'harmonium. Mais là, avec des accents, puis la musique, puis écoute, puis les costumes traditionnels tamouls, c'était tellement extraordinaire ce qui se passait là. C'était magnifique. C'était encore... Je me rappelle, on peut encore voir ça sur YouTube, pour ceux que ça intéresse. Le groupe s'appelait Ananda Prasad. Non, mais je dis ça parce que c'est de faire en sorte que le Québec donne aucune chance à l'anglais, en fait, pour les nouveaux arrivants. Que le visage soit... Parce qu'on comprend les immigrants qui débarquent ici. Toi, tu débarques du Congo ou de la Pologne. Puis là, tu cherches un emploi, un logement. Est-ce que tu retrouves une garderie, peut-être, pour les enfants? Tu as tous ces enjeux-là. Être dans un nouveau pays. Puis là, OK, toi, tu veux gagner ta vie, tu trouves un emploi. Mais tu dis, ça se passe en quelle langue, c'est? Anglais, français, russe, chinois? Les deux. Vraiment, les deux, que c'est... Ça, c'est notre travail à nous. En tout cas, moi, en tant qu'élu, c'est mon travail, en tant que militant avant, de faire en sorte que le visage français ne fasse aucun doute, le visage français du Québec ne fasse aucun doute pour les personnes qui débarquent. C'est le plus grand défi, parce que c'est pas tout à fait le cas. Ben non, même après 50 ans de loi 101, c'est pas clair. C'est ça, la société envoie des messages doubles ou pas trop clairs. Tu as vu le gars, là, récemment, on l'a vu encore, hier encore, Trudeau à Ottawa, il envoie des messages, « Ah oui, le français, c'est important, puis on va se battre. » Puis là, il va ouvrir des postes Post Canada va ouvrir des postes bilingues au Québec, comme si on avait besoin de postes bilingues. Je veux dire, l'anglais est assez bien fourni en tous les services au Québec. On a des universités, on a des écoles et tout. On a tu peux même avoir des services, puis ça, j'aimerais le dire, parce que les Anglais aiment beaucoup penser ça, mais tu peux avoir tous les services que tu veux dans le système de santé, dans ta langue au Québec, tu sais. Mais comme tu dis, bon, c'est un enjeu fondamental. Le visage français du Québec, pour les personnes qui arrivent ici, n'est pas encore clair. Non, pas encore clair selon où on s'installe. C'est pour ça que moi, je suis une fervente partisane de la régionalisation de l'immigration. Je pense que plus les gens vont s'installer un peu partout, plus on va ressentir un besoin de se franciser. Puis, dans le Journal de Montréal, en fin de semaine, il y avait un super reportage sur Bienvenidos... voyons, mon espagnol n'est pas... Bienvenidos à Québec. Puis là, c'était tous les Latinos qui avaient ouvert des dépanneurs à Sainte-Marie-de-Beauce ou des restaurants mexicains à Donnacona. Je sais pas trop. Puis là, j'étais comme, wow, tu sais, ça, pour moi, c'est quelque chose qui fonctionne bien, tu sais, parce que tu vois que les gens vont s'enraciner dans certaines régions. Puis là, ben justement, le message est plus clair en région. C'est difficile de passer à côté. C'est ça. Mais quand on est dans une ville cosmopolite, c'est beaucoup moins le cas. Puis, tu sais, il y a plein de choses qui vont pas bien. Tu sais, comme présentement, là, c'est la rentrée scolaire. Puis, tu sais, le gouvernement du Québec... en fait, finance très, très peu les classes de francisation pour les adultes depuis le mois de juin, depuis quelques semaines. Puis là? Oui, puis là, avec la rentrée scolaire, ben il y a
plein de gens qui ne pourront pas être francisés. Puis ça, pour moi, c'est comme aberrant là, de voir que le gouvernement du Québec permet ou fait des coupures dans les services pour l'apprentissage du français. Puis je comprends évidemment que c'est un dossier très politique, parce que le fédéral n'a pas financé tout l'argent pour les services aux nouveaux arrivants. Mais je trouve ça scandaleux, en fait, que le Québec coupe dans ce genre de programme-là. Parce que les gens, même s'ils sont peut-être trop nombreux, parce que c'est ce qu'on entend des discours politiques, il y a beaucoup de gens qui sont entrés, qu'il y a eu une explosion de l'arrivée des gens, d'accord, mais est-ce qu'on peut franciser les gens qui sont déjà ici pour envoyer le signal clair que l'apprentissage du français puis que le français, c'est la langue commune? Pour moi, c'est comme stupide. C'est une évidence. Qu'on le fasse comme ça. Puis, tu vois, juste où j'enseigne, moi, il y a une centaine de personnes qui ne pourront pas entrer en classe. OK, une centaine, hein? Oui. T'es où déjà concrètement? Là? Dans le coin de Terrebonne. OK, c'est ça, Terrebonne. Donc, okay. tu sais, Terrebonne, Repentigny, en tout cas, nous, on est dans la Naudière, puis les classes ont été fermées, là, tu sais, pour les adultes. C'est un peu comme ça partout au Québec pour la c'est les classes de francisation pour adultes. Pour les adultes, okay. oui. Tu sais, puis là, ils vont fermer les classes. Ah, ils les ouvrent pas, oui, c'est ça. OK. Ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont pas l'argent. Mais en même temps, on a l'impression que c'est un défi. Tu sais, Benoît Dubreuil, là, commissaire à la langue française, il a sorti des chiffres là, ce printemps en disant que franciser tous les immigrants, ça coûterait entre 11 et 13 milliards de dollars. Je sais. Je sais. Puis tu le sais. Moi aussi, je les connais, ces chiffres-là, puis je trouve ça... Bon, tu sais, c'est astronomique, puis on se dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On n'a jamais nommé un chiffre comme ça. On n'a jamais dit, voici l'enjeu pour franciser tout le monde, puis voici ce que ça va coûter. 13 milliards de dollars. C'est ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous, mais là, il faut se dire, comment on est arrivé à ce chiffre-là, par contre, tu sais. OK. C'est parce que... Parce qu'on a comment on appelle ça, un arriéré, c'est ça que tu veux dire? C'est ça, depuis 4-5 ans, en fait, depuis toujours, mais je veux dire, depuis 4-5 ans, il y a vraiment de plus en plus de gens qui arrivent au Québec, soit pour travailler avec des contrats temporaires, soit pour étudier, et d'autres qui sont passés par toutes les façons possibles suite à l'appel de Justin Trudeau sur les réseaux sociaux. Puis, tu sais, maintenant, moi, je ne sais pas si vous regardez TikTok, Instagram, tout ça, il y a des gens maintenant qui font des business avec comment pouvoir immigrer au Québec, au Canada facilement, puis faites ça. Ça, je savais pas. C'est sur TikTok et Instagram, là, genre? Beaucoup, tu sais, des compagnies souvent indiennes, ou en tout cas sud-asiatiques qui vont donnent les trucs pour rentrer au Canada. Oui. Genre. Oui, sur les réseaux sociaux. Puis, je pense que c'est plus ça. Moi, je me demande, est-ce que l'immigration, c'est devenu une entreprise, là? Puis c'est un peu ce que... Mais ça, on peut rien faire. C'est des entrepreneurs ou des fraudeurs indiens. Qu'est-ce qu'on fasse? On peut rien faire. Bien, en fait, oui, on pourrait. Okay. Je pense qu'on peut demander exiger des visas avant d'arriver. Okay, ou d'avoir resserrer les contrôles. Resserrer les contrôles. Puis chaque fois qu'on parle de resserrer les frontières, les gens crient un peu, au racisme, alors que, je trouve ça totalement aberrant de se faire traiter de raciste quand on demande, en fait, de donner des services adéquats aux gens qui sont là, puis de maintenir des bons services, alors que, si on reçoit 200 000 personnes l'année prochaine, c'est pas un vrai chiffre, mais on s'entend. Je comprends. Il faut que tu donnes des classes aux enfants, des médecins, des appartements. Bon, il se passe plein de choses. Puis chaque fois qu'on en parle, je trouve que c'est difficile. Il y a comme une sensibilité. Il y a beaucoup de gens qui vont... Puis, alors que quand tu travailles sur le terrain, comme moi, mettons, au quotidien, bien, on sait que les gens, ils vivent des immenses défis avec des appartements maintenant qui coûtent 1 500, 1 600 $. Souvent, ils arrivent avec 2, 3, 4 enfants. Ils n'ont pas beaucoup de sous, pas beaucoup de ressources. Fait que c'est quand tu es sur le terrain, tu te rends compte que c'est difficile. Fait que je pense qu'il faut avoir des façons, en fait, de contrôler ce qui se passe humainement aussi. Mais c'est sûr que quand on voit ces chiffres-là, dont tu parlais tantôt, c'est un peu comme ramoner la mer. Là, je veux dire, tu peux pas... Oui. Comment tu peux... Mais non, c'est comme... Le défi est trop grand. Ouais. Mais ça, OK. Ça, c'est le côté... OK, il y a le défi de franciser tout le monde. Là, on n'y arrive pas. Donc, il y a des gens qui n'ont pas accès à ça. Mais parle-moi donc, moi, j'ai envie de... Ceux qui ont accès, ceux qui sont devant toi, ceux qui sont dans tes classes, comment ça se passe? Les gens, sont-ils contents d'apprendre le français? Quelle réalité ils vivent? Ceux qui ont accès à tes cours, qui sont assis sur tes bancs de classe, puis comment ça marche? Ben, en fait, ça se passe plutôt bien. Là. Okay. Les gens qui sont là, il faut mentionner que... Tu as des gens de tous les pays. Partout. Toutes les langues. Les adultes. Comment ça marche, concrètement? Ouais, c'est un Espagnol, un Polonais, un Allemand, je sais pas comment ça fonctionne. Tu vois, c'est souvent, on a des classes très, très hétérogènes. Là.
ça je veux dire. Excuse-moi, je me trompais. Donc, très hétérogène. C'est rare qu'on a des gens d'un seul pays ou qui parlent une seule langue dans nos classes. Fait que souvent, c'est la langue qui devient la langue véhiculaire, c'est le français. Parce que, dans le fond, quand tu as des gens qui parlent 15 langues, 20 langues dans ta classe, ben la seule langue qu'ils ont en commun, c'est le français. Mais ils l'ont pas encore au début, comment ça marche? Ah, même si c'est pas grand-chose, les premiers mots qu'ils vont avoir, ben, ils vont pouvoir les pratiquer. Salut, puis comment ils ça vont va? créer des liens en français. Puis il faut mentionner que les gens qui viennent en francisation viennent par choix. Contrairement aux enfants, aux adolescents, la francisation des adultes est facultative. Ah oui. Les gens qui s'inscrivent, qui viennent, veulent apprendre le français. Ceux qui ne veulent pas apprendre, on ne les voit pas. Non. C'est pas compliqué. C'est Ceux qui sont là, ils veulent. C'est ça. Puis en fait, les gens peuvent rester assez longtemps. Là, si tu ne parles pas du tout français et tu arrives au Québec, on offre 8 cours. 8 niveaux de français langue seconde au Québec aux nouveaux arrivants. Fait que les cours niveau 1, c'est les gens qui disent, des fois, ils disent bonjour, merci parce qu'ils ont appris ça dans la rue en arrivant. Là, ils ont appris des mots, là, rendez-vous, je t'aime, des trucs de genre là, parce qu'ils ont vu ça quelque part. Mais grosso modo, ils ne parlent pas du tout français. Jusqu'au niveau 8, où on va leur demander d'écrire des textes argumentatifs de 200 mots. Aïe, aïe. Fait qu'on passe comme de zéro à... Ça prend combien de temps pour un élève normal, doué, là, pas surdoué, mais juste normal? Normal, mettons, quelqu'un qui n'a jamais échoué un cours, 1400 heures, donc à peu près un an et 3 1400 heures, hein? Oui. Notre objectif, c'est pas d'en faire des écrivains non plus. Là, on s'entend qu'ils n'écrivent pas comme des chroniqueurs. Là, mais ils sont capables de comprendre ce que c'est un argument, d'en développer un. Puis fait que c'est fou là, qu'on réussisse à faire ça. Parce que tu regardes, mettons, quelqu'un qui a fait autant d'heures au primaire et au secondaire dans des cours d'anglais langue seconde, souvent il arrive au cégep et il n'est pas capable d'écrire un texte de 200 mots en anglais. Je dois avoir fait à peu près ça, moi, en anglais. Puis honnêtement, même encore aujourd'hui, tu sais que moi, j'essaie de jamais parler anglais au Parlement. Puis c'est un défi quotidien, là. C'est un défi vraiment... On a des traducteurs partout, mais j'ai décidé, pour des raisons idéologiques, là, de me dire, non, vous avez 2 langues officielles ici, prouvez-le. Puis bon, ça les embête. Je raconte souvent l'anecdote de quand je rencontre un député ou un adjoint unilingue anglophone, que je sais qu'il est anglophone, quand je le rencontre dans l'ascenseur, je m'amuse toujours à lui dire « Bonjour, comment ça va? » Juste pour voir la terreur dans son œil, tu sais. Là, il se met à suer un peu en regardant le cadran, en disant « On arrive-tu bientôt? Ah oui, c'est vrai, c'est le Bloc québécois. Ah oui, c'est vrai, il y a le français. » Tu sais, parce que en Ottawa, tu peux se passer en anglais, tu peux passer ta vie sans jamais parler français. Mais nous, on est là, le Bloc québécois, pour leur rappeler. Non, il y a le Québec, il y a le français, on parle français là-bas. Puis, tu sais, habituellement, bon, des fois, quand tu n'as pas besoin de travailler, moi, je l'impose, le français. Tu veux pas me parler, ben, tu me réponds pas, ben, on ne pourra pas travailler ensemble. Ça veut dire que le système ne fonctionne pas tant que ça, si bien que ça. Fait que ça m'amuse beaucoup de faire ça, mais en même temps, c'est un peu terrible parce que c'est pas... Ça demande beaucoup d'énergie à parler juste français là-bas. Ouais. Ça demande vraiment beaucoup d'énergie. Oui, mais tu sais, parler en tout temps dans une langue qui n'est pas la tienne, ça demeure un défi. Oui, non, mais j'ai pris des cours. Ça pour dire que j'ai pas de talent. J'ai pris des cours là-bas. Il y a même des cours payés quand t'es député. J'en ai pris pendant 1 an. Puis bon, écoute, j'ai pas de talent pour la langue. Fait que, moi, je serais vraiment dans les cancres, là, si j'allais dans ta classe. Là. Ben, tu sais, souvent, on a un peu l'impression qu'il y a des gens qui sont bons ou pas, là, mais tu sais, c'est un peu des mythes. Là, non, mais tout le monde peut avoir... faut que je t'explique. Mon fils, OK, qui a 16 ans, qui a eu 16 ans la semaine passée, il est bilingue. Puis, tu sais, moi, je suis d'accord avec toi. Là, apprendre des langues, c'est une richesse. Là, je veux dire, il pourrait apprendre 18 langues, puis je serais bien content. Le bilinguisme ou le multilinguisme individuel, c'est incontestablement une richesse. Au Québec, c'est le bilinguisme d'État qui va nous tuer, qui est un suicide collectif. Mon fils, lui, il a appris l'anglais sur YouTube. Il a appris l'anglais sur les plateformes TikTok. Je sais pas qu'est-ce qu'il regarde. Il regarde des YouTubeurs américains, puis il me parle de toutes de trucs, puis il est bilingue. Il est bilingue. Mais tu sais, apprendre une langue, il veut plus aller, juste un ND, il veut plus aller voir. Puis là-dessus, je ne peux qu'applaudir. Il veut plus aller voir les versions doublées des films américains. Tu vas perdre l'essence. Ben oui, puis je comprends. Le jeu des acteurs. Moi, des fois, ça m'embête parce que quand je vais avec lui, je dis, bon, j'ai le choix de ne pas comprendre ou d'être pas avec lui. Là. C'est pas trop que c'est un peu de poche. Mais parce que moi, je suis pas capable de suivre. Aller voir un film là, un peu qui se passerait, mettons, un peu dans un film où ça parle beaucoup, là, je vais en perdre. Je suis pas capable. Mais lui,
pas de problème, on va aller voir ça. Fait que c'est parfait. Ouais. Le bilingue, lui, a du talent, mais... Tu sais, une langue seconde, tu l'apprends en y étant de plus en plus exposé. Tu sais, fait que tu écoutes des vidéos, tu vas voir des spectacles, tu finis par l'apprendre. Puis, tu sais, c'est drôle parce que, anecdote aussi, là, mais anecdote, quand on est allé, je suis allée au Portugal au printemps avec mon chum qui est vénézuélien. Puis, on a rencontré, on a fait une petite tournée guidée dans le Douro, puis il y avait comme 7-8 Canadiens. Puis, ils ont dit « Ah, tous des Canadiens, mettez-vous ensemble! » Mais évidemment, ils ne parlaient pas français. Personne. Puis, moi, je leur ai demandé, j'avais fait des cours de français, parce que oui. Mais j'étais comme, mon chum qui est ici depuis 6-7 ans, a appris le français dans un cours de francisation, puis parle 100 fois mieux français que ces gens-là qui ont grandi à Toronto ou en Saskatchewan. Fait que je trouve ça un peu aberrant. Puis ce matin, tu vois, j'étais allée dans un carrossier pour faire réparer ma voiture, puis le préposé, c'était aussi un Colombien, puis il parlait français super bien. Je dis, vous êtes arrivé depuis quand? Il dit 1 an. J'étais comme, en 1 an, le gars, il travaille au comptoir de service à la clientèle dans un carrossier, puis il parle français très, très bien, alors qu'il y a des gens qui grandissent à quelques kilomètres du Québec qui sont pas capables de faire une phrase. Fait que ça, c'est vraiment un autre défi sociologique. C'est quelque chose de plus sociolinguistique, là, quelque chose qui se passe, mais je vois mes étudiants pendant 1 an, 1 an et quelques mois, apprennent le français, puis deviennent assez bons. Puis je me dis, on a compris quelque chose là, qu'il faudrait peut-être exporter comme modèle. Là, ils veulent pas. Mais c'est ça. Apprendre une langue, c'est aussi une question de motivation. Quand tu veux, quand tu en as besoin, quand tu es intéressé, tu apprends beaucoup plus que quelqu'un qui ne veut pas. Ça se passe entre tes deux oreilles, puis dans ton attitude, dans ta personnalité aussi. Mais les gens, en général, qui viennent s'inscrire... là, tu parles des adultes. Oui. Tu parles des adultes. Des adultes. Des adultes, parce qu'eux, ils ont un intérêt concret. Là. Ils veulent travailler, ils veulent avoir un emploi, ils veulent s'intégrer. Ils veulent... Bon. Mais parlons des enfants, tiens. Là, t'enseignes-tu aux enfants en ce moment même, mettons, aux adolescents, non? Non, avec des adultes. OK, juste des adultes. Mais j'ai enseigné à des ados puis à des enfants. Tu le fais? Oui. Issus de l'immigration. Oui, tout le temps. C'est quoi le défi différent? Les ados, ils sont forcés de l'apprendre. Des fois, ça peut les emmerder, non? Oui, des fois, ça les emmerde. La réalité, ils n'ont pas la même motivation, nécessairement? Non. Moi, j'ai parlé les enfants, ils se rendent pas compte. Là. Je veux dire, quand j'enseigne au primaire, ils veulent apprendre. Ils apprennent le français. Primaire, oui. Ça va. Au secondaire, moi, j'ai travaillé souvent avec des plus vieux au secondaire, là, des 16, 17, 18. Puis, souvent, quand ils savaient qu'ils pouvaient bifurquer en anglais, ils allaient. Issus de certaines communautés, là, je dois dire que c'est pas général. Puis, tu sais, M. Dubreuil en parlait aussi dans son rapport. Puis, depuis quelques années, on parle aussi de l'immigration qui est francotrope, c'est-à-dire, soit qui viennent d'un pays où le français a un statut, ou encore que le français est une langue proche. Fait que tu as des jeunes hispanophones, par exemple, qui parlent espagnol, puis le français est tellement proche que... C'est facile. Ou des jeunes qui parlent portugais au Brésil, au Portugal, tout ça, en Roumanie. Ils arrivent, puis le français, c'est beaucoup moins un défi, beaucoup moins difficile que l'anglais parce que c'est proche. Alors que quand tu reçois des jeunes, par exemple, des Philippines, moi, j'ai eu beaucoup de Philippins dans mes cours, puis ils parlent anglais. Fait que, tu sais, quand ils arrivaient, ils avaient déjà été scolarisés en anglais. Puis là, ils étaient comme, tu sais, pourquoi mes amis peuvent aller à l'école de l'autre côté? Puis là, ils avaient 16 ans, puis ils comprenaient qu'ils pouvaient aller finir leur secondaire en français, puis ils y allaient. Pas tous, là, mais il y en a quelques-uns qui y allaient. Puis ils me disaient, quand je leur disais, ben tu sais, c'est important, il faut que tu parles français, il faut que tu travailles. Ah, mais madame, je travaille déjà, puis tu sais, avec le français que j'ai, là, c'est suffisant. Tu sais, fait que je pense qu'il y a un certain âge où c'est vraiment plus difficile de les attraper, puis de leur dire que c'est important, puis de leur faire réaliser, tu sais, gars, moi, je parle anglais, je parle espagnol aussi, tu sais, je veux dire, ça m'aide dans ma vie, toi aussi, ça va t'aider, tu sais, mais des fois, c'est pas si évident que ça, à faire comprendre ça. C'est pas si évident. Fait que je pense que les ados, on a vraiment comme plus un défi, puis surtout quand ils sont plus vieux, puis surtout s'ils parlent déjà anglais en arrivant. Puis tu sais, ce qui se passe dans les classes, c'est que, tu sais, dans ma classe, moi, ça se parlait en anglais, tu sais. Donc, encore une fois, c'est un plaidoyer pour l'immigration, favoriser l'immigration des pays francophones, en fait. Bien, francophone ou francotrope, parce que, tu sais, les jeunes qui arrivent du Portugal là, ou du Brésil, j'en ai eu plein, des jeunes brésiliens, puis ça allait, ils voulaient, ils étaient motivés, tu sais. Puis t'avais d'autres jeunes qui venaient du Bangladesh qui étaient comme, ben je parle déjà un peu anglais, ou mes amis parlent anglais, ou mon père travaille quelque part où ça parle en anglais. Fait que, tu sais, ça dépend vraiment des communautés un peu, puis c'est pas, tu sais, je veux dire, il y a pas... c'est pas une question que certaines communautés sont pas fines, là. Je veux dire, c'est naturel. Ils vont aller vers une langue qui ressemble plus à celle qu'ils connaissent déjà ou à celle qu'ils maîtrisent déjà. Mais c'est surtout les jeunes ne sont pas en train de faire un combat politique. Ils sont en train ils arrivent quelque part, les parents ont trouver la meilleure façon d'obtenir un diplôme puis de ne pas trop baisser leurs notes. T'sais, parce que c'était souvent ça que je me faisais dire, moi. Ils me disaient, ben si je vais au cégep en français, je vais avoir comme
58 parce que je suis pas capable de faire mon Si cours. je veux aller à l'université. Mais si je vais à Dawson, je parle déjà anglais, ça va bien, puis je vais pouvoir finir mes études. Fait que, tu sais, il y a comme une perception d'utilité aussi, ou une perception de perte de temps. Tu sais, le temps que j'apprenne le français, ça me prend encore 1 an et demi pour faire ce que je pourrais faire dans un cégep en anglais, tu sais. Puis, qui suis-je là pour leur dire quoi faire? Mais tu sais, je leur expliquais tout le temps. Ben, t'es Tania Lompré, tu peux leur dire. Ouais, non, mais tu sais, mais je leur disais tout le temps, je leur expliquais, puis tu sais, moi, souvent, les gens s'inscrivent à mon Facebook dans ma classe, là, ou ils s'abonnent à mon Facebook. Puis j'ai un ancien étudiant philippin, d'ailleurs, qui m'écrit comme chaque année, genre, bonne fête, Madame Tania, elle m'écrit toujours en anglais. Tu sais, ça fait comme 7-8 ans que je l'ai eu comme étudiant, là, tu sais, puis il a fini, tu sais, puis je suis tout le temps, salut, puis là, je dis, puis ton français, comment ça va? Ah, je l'utilise pas, ou tu sais, j'habite X place, puis ça parle peu français, tu sais, fait que je me suis tout le temps, bon, tu sais, au moins, on les a peut-être intéressés un peu un bout de temps, mais tu sais, souvent, quand ils considèrent qu'ils sont assez bons ou qu'ils sont autonomes, ben ils vont pas nécessairement poursuivre, tu sais. Autant les ados qui ont le choix après 16 ans que les adultes. T'sais, souvent, ils vont dire, ben je vais aller faire mon niveau 4, mon niveau 5, je me débrouille, ça va, j'arrête, tu sais. Okay. Mais tu sais, je pense pas que... Tu sais, j'ai jamais eu de gens qui étaient vraiment... réfractaire complètement, puis genre, j'aime pas le français, je veux pas apprendre, c'est nul. Tu sais, ça, c'est pas un discours que j'ai entendu, mais c'est vraiment un discours plus de ça ne m'aide pas, ça me donne pas de gain, puis c'est complexe. Tu sais. Puis c'est vrai que, tu sais, quelqu'un qui parle bangladeshi ou ourdou, ben apprendre le français, c'est vrai que c'est complexe comparativement à quelqu'un qui parle roumain, là. Tu sais, je veux dire, le degré de difficulté, tu sais, après 1400 heures, ton hispanophone va être très autonome, mais... un étudiante qui parle cantonais ou qui parle coréen, ben pas aussi autonome, tu sais. Une anecdote, je suis allé cet été en Islande en voyage avec mon fils. Puis là-bas, en Islande, ils apprennent l'anglais, l'islandais et le danois à l'école primaire. Puis quand ils arrivent au secondaire, ils apprennent une 4e puis une 5e langue. Puis le guide qui était avec moi, il me disait, j'avais essayé le français, j'ai jamais été capable. Il dit, le français, c'est la langue la plus difficile au monde. Il faudrait qu'il essaye le turc ou l'albanais. En tout cas, mais... il n'avait pas tout essayé les langues, mais il trouvait ça vraiment très compliqué, le français. Puis c'est vrai que même pour nous, tu sais, les règles de grammaire, la participe passée, machin, bon, ça peut être... Mais tu sais, le français... Les exceptions qu'il y a en français, c'est pas simple. C'est drôle parce qu'il y en a dans toutes les langues, les exceptions. C'est ça partout. La difficulté du français, c'est que la langue est opaque. Tu sais, tu vas écrire... Ça veut dire... tu comprends pas avec les lettres comment le son se dit. Tu sais, mettons, j'écris E-A-U. Oui. Toi, tu sais que ça fait O. Oui. Mais quelqu'un qui parle une autre langue, il va dire comme A-I-O. Tu sais, il sait pas là, comment ça se prononce. Ou E-FU. Oui, tu sais, parce que c'est opaque. Tu sais, un loup, L-O-U-P. Tu sais, quelqu'un qui le sait pas, il va dire, lis-moi ce mot-là, ils vont dire un loup, lup. Ou loup. Tu sais, pourquoi le P est pas là? Il ne pourra pas le prononcer, mais il peut quand même connaître le sens. Oui. Sauf que, tu sais... Mais au niveau de la prononciation, ça va être difficile. Au niveau du parler, ça va être difficile. C'est ça. Fait que, tu sais, quand t'es pas... Fait que tout un travail à adapter la sonorité que tu as en tête par rapport à la sonorité de la langue française, en fait. Oui. Fait que ça, tu sais, tu regardes l'espagnol, qui est une langue qui ressemble, bien, tout ce qui s'écrit se prononce. Oui. Tu sais, si c'est un S, tu le prononces. Il y a un T, tu le prononces. Alors qu'en français, il y a un T à la fin, il y a un P à la fin. Ah, tu le prononces pas. Oui. Ah, ici, il y a un E-A-U-L-T. Ah, bien ça se prononce O, comme la lettre O. Comme le son A-U, comme le son E-A-U, comme le son E-A-U-L-T, comme A-U-L-T. Tu sais, je veux dire, c'est tout ça, toutes ces choses-là du français sont complexes à cause de l'opacité. Puis là, après, tu as des règles grammaticales qui n'ont pas tout à fait de bon sens, genre l'accord du participe passé avec un verbe pronominal puis un auxiliaire avoir, mettons. Bon, tu sais, il y a des choses complexes en français. Mais il y a des choses complexes dans chaque langue. J'imagine. Parler. Le défi... On va parler déjà du russe. Je ne sais pas si tu sais parler. J'ai une amie qui essaie de parler le russe. À un moment donné, elle me parlait un peu. Ça a l'air compliqué en temps, le russe. Bien, c'est ça. Ta perception de difficulté va vraiment influencer comment tu vas l'apprendre. Tu sais, tu vas dire, hey, c'est vraiment trop dur, ça. Ben, tu vas finir par te convaincre toi-même que c'est dur. Tu sais. Mais c'est vrai qu'il y a des défis dans toutes les langues. Puis en français, il y a ces défis-là qui existent. Là. On ne peut pas les nier. Là. C'est opaque. Là. Ici, c'est écrit Cantaloupe, mais tu dis Cantalou. Puis là, la moitié des gens ne savent pas que ça se dit Cantalou et pas Cantaloupe. Fait qu'imagine, quand les gens qui parlent la langue ne savent pas trop comment le prononcer, c'est dur pour quelqu'un qui apprend la langue aussi. Fait qu'il y a des choses ici qui sont plus complexes, mais je te dirais que ça aussi, c'est un travail qu'on a à faire. Si on veut que le français se perpétue, ben, je pense qu'il faut aussi penser à certaines choses comme ça. Au niveau de la langue elle-même. Ouais.
ou de la structure de la langue. Ouais. Puis, y a-tu des recherches qui se font là-dessus? Y a-tu Ouais, des trucs qui se passent par rapport à ça? Il y en a plein. D'ailleurs, dans le Devoir, tout l'été, il y a une professeure de la TELUC qui s'appelle Mireille El-Chakar qui a fait une super belle série de textes sur le français, sur l'avenir du français, sur quels sont les débats qui se tiennent au niveau linguistique ou sociologique en lien avec la langue. C'est vraiment super intéressant. Je le propose. C'est une lecture que je propose à tous les auditeurs. Mais oui, puis il y a des groupes de recherche un peu partout qui s'intéressent à ça, au Québec ou ailleurs. Là. Mais, que l'apprentissage du français devienne un peu plus simple, un peu plus facile, en fait. C'est ça le but. Oui, parce que c'est sûr que si moi, j'essaie d'apprendre à des personnes qui sont allophones comment conjuguer le participe passé avec avoir, alors que la moitié des jeunes au secondaire Ils sont pas capables de le faire. francophones ne sont pas capables, bien, c'est sûr que ça devient plus complexe. Mais c'est sûr que l'objectif d'un cours de francisation, c'est pas d'expliquer cette règle-là. On s'entend que notre objectif, c'est que les gens parlent, se fassent comprendre, puissent lire, tout ça. Puis l'écriture dans une langue seconde, bien, là, ça devient une habileté beaucoup plus complexe. Là, puis on peut très bien parler de langue sans jamais l'écrire. Il y a des gens qui n'ont jamais appris à écrire, mais qui parlent très bien leur langue d'origine. Fait que, mais oui, on a des défis. Il y a des défis reliés à ça aussi. Dis-moi, est-ce que Bon, là, tu as parlé beaucoup des adultes, tu enseignes aux adultes, ils apprennent le français parce qu'ils veulent travailler en français. Bon, il y en a d'autres qui se disent, bon, ben moi, j'ai l'anglais, puis ça me permet quand même ici, mais si on parlait de culture, en fait, est-ce que la consommation de la culture... Moi, je parlais de mon fils tout à l'heure qui a appris l'anglais sur YouTube, qui consomme... Bon, il vient de bonne foi, mais il y a de mauvaise foi, je veux dire, mais il vient parce qu'il n'y a pas le choix non plus. Là. Des fois, je l'invite on part voir des films québécois, puis il est bien content une fois qu'il l'a vu, mais il n'y a pas l'élan d'aller le voir. C'est pas son premier élan. Il préfère aller voir les blockbusters américains et tout. Mais la capacité de la culture québécoise d'être attirante pour ces gens-là. Est-ce que vous en parlez dans les cours de ça? Est-ce que vous parlez du cinéma, de la littérature québécoise, puis pourquoi c'est intéressant et tout? Est-ce que vous parlez de ça? Oui, bien, on parle autant de la culture qu'on ne voit pas que de la culture qu'on voit. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est la culture artistique, la chanson, le cinéma, le théâtre, les films, tout ça, tu le vois, mais aussi la culture qu'on ne voit pas, par exemple, le rapport à la ponctualité, ou le lien avec la hiérarchie, ou le tutoiement, le vouvoiement. La culture, on la voit de façon très large. Celle qui est socio-culturelle, puis celle qui est esthétique. Là. OK. J'ai envie de dire le savoir-être, là, comment les relations interpersonnelles au Québec, mettons, les valeurs, le rapport homme-femme aussi, ça peut être un enjeu. Tout ça, c'est des choses dont on leur parle parce que souvent, quand tu arrives dans un nouveau pays, ce que tu peux voir, tu vas le voir. Là, tu vas voir que les gens s'habillent d'une façon, mangent telle affaire, se mettent en file pour prendre l'autobus. Je veux dire, tu vas voir des choses à l'œil, mais il y a des choses que tu ne vois pas. Fait que, c'est aussi important d'enseigner cette culture-là, qui doivent savoir, parce que si tu arrives au travail, puis j'ai un étudiant qui me disait « Tu peux pas partir du travail tant que ton patron est là. » Puis là, je dis « Ah oui, comment ça? » Ben, dis-moi, au Mexique, si je partais avant mon patron, ça marchait c'est la fin du monde. Fait que ça, c'est de la culture qui est invisible, parce que, des fois, mon patron n'est pas là, moi, mais je veux dire, moi, je suis encore là ou moi, je suis plus là. Je veux dire, ça, c'est pas dans nos... Fait que, vraiment plein de choses qu'on doit apprendre sur une culture. Puis pour moi, toutes ces choses-là... sont importantes. Fait que, oui, on va leur parler, bien sûr, de cinéma, de littérature, de chansons. Puis moi, c'est une des activités que j'utilise. J'utilise beaucoup de chansons dans mon enseignement. Autant pour reconnaître des sons, pour apprendre du nouveau lexique, pour travailler des temps de verbe. La chanson, pour moi, c'est un matériel pédagogique super intéressant. Autant que les films, c'est plus difficile parce que souvent, c'est des films, c'est long. Puis quand tu apprends à parler français, je veux dire, dans tes cours, non, mais tu peux suggérer à des gens. Tu peux suggérer à des gens. Je peux leur montrer des extraits. Votre devoir de la semaine, c'est d'aller voir tel film québécois qui vient de sortir. Je sais pas. Oui, ou plus des courts-métrages. L'ONF fait beaucoup de petits films ou même du cinéma. Mais comme plein de choses qu'on peut regarder avec eux pour en fait, leur faire aimer la culture québécoise aussi. Ça marche-tu? Comment ils réagissent? Comment les gens... Oui, puis ils réagissent souvent Qu'est-ce qui intéresse le plus les gens? À des choses que moi, je trouve... Non, je ne veux pas dire que moi, j'aime pas, mais tu sais, souvent quand... Qu'est-ce que tu n'aimes pas, Tania? Dis-nous-les. On peut le couper. Connaissez-vous des artistes québécois? Ben là, ils vont la moitié va me dire Céline Dion, puis l'autre moitié va me dire « Céline Dion, québécois! » C'est comment? Bon, tu sais. OK. Mais, puis là, après, puis là, ils aiment là, des affaires, tu sais, comme des madames russes là, ou ukrainiennes l'année passée qui écoutaient Ginette Renault là, sur
leur téléphone. Tu sais, j'entrais dans la classe, puis ils entendaient écouter Ginette Renault, puis ils disaient « Ah, c'est beau, c'est beau! » Puis j'étais comme « Ah, cool! » Tu sais, je veux dire, tu sais, des fois, tu leur fais... Toi, tu choisis quelque chose, finalement, ils découvrent autre chose, puis... je comprends. Je dis pas que j'aime pas Non, je comprends ce que tu veux dire. Mais en voulant dire que des fois... C'est pas les premiers qui te venaient, mettons. C'est ça. Je ne vais pas penser, aujourd'hui, on va écouter une chanson de Ginette Renault, puis pourtant, eux finissent par le trouver, puis ou on travaille une chanson avec eux, puis là, ils vont après, ils te demandent le titre, ils regardent sur YouTube, puis après, il y a d'autres vidéos qui arrivent et qui se mettent à découvrir des trucs. Puis c'est drôle parce que des fois, j'ai des étudiants même qui m'amènent quelque chose. « Ah, madame, est-ce que tu connais ça? » Finalement, je ne sais pas pantoute c'est quoi. Tu sais pas c'est quoi. Là, je me dis, ouais, je suis un peu vieille, là, ça, j'ai aucune idée qui c'est. Parce que. Des jeunes artistes, des jeunes rappers. Beaucoup, là, du rap ou des artistes. Ils vont tomber sur des artistes africains, souvent, francophones africains ou européens que moi, je connais pas nécessairement. Fait que, tu sais, la culture, c'est large aussi, la culture de la francophonie, c'est le fun. Fait que, tu leur fais comprendre aussi que, tu sais, c'est pas vrai, là. Des fois, les gens disent « Ah oui, le Québec, là, vous êtes toujours enfermés. » Puis non, attends une minute, la francophonie, là, c'est grand tabarouette, là. On va regarder tout ce que c'est. Puis ça aussi, je pense que c'est important de miser aussi là-dessus. Mais pour la culture, je te dirais qu'il y a plein de choses. Moi, un moment qui m'a beaucoup émue, l'année passée, quand le chanteur des Cowboys fringants est décédé, j'ai un apprenant qui a appris, qui avait appris, avant qu'il décède, il avait appris, là, voyons, et là, j'ai un blanc mémoire pour le titre de la chanson. Mais non, moi non plus, je suis pas bon dans le L'autoroute, titre. là, voyons. L'Amérique pleure. Oui, l'Amérique pleure, OK. Lui, là, ça faisait des mois qu'il apprenait la chanson. Aïe. Puis quand il est décédé, parce qu'il savait qu'il était malade, puis quand il est décédé, il l'a chanté dans la classe. Puis je me disais, mon Dieu, un Mexicain qui a appris l'Amérique pleure à la guitare, puis qui nous la chante. Puis j'ai fait comme, wow, ça pour moi, c'est un moment culturel très fort. Puis après, ils ont profité, mettons, de cet événement-là pour découvrir. C'est triste là, de parler de la mort de quelqu'un, mais on dirait que ça leur a servi de porte d'entrée vers les Cowboys fringants ou d'autres groupes ou d'autres... Puis, est-ce que tu sais si ça a un impact après? Tu sais, toi, mettons, tu parles de Cowboys fringants dans ton cours. Est-ce que tu sais, tu dis que tu gardes contact avec certains de tes anciens élèves. Est-ce que tu sais si ça fait boule de neige, si ça les intéresse, si après, ils sont curieux, puis ils vont aller découvrir d'autres choses? Est-ce que... Oh, oui, très, très souvent, en fait. Puis souvent, ça commence juste avec les journaux. Ça aussi, c'est des trucs culturels. Souvent, je vais leur dire, abonnez-vous à XXX journal, XXX poste de radio, de télévision. Puis ils sont comme, ah, madame, c'est quelle émission de radio je peux écouter juste en français, où il n'y a pas de musique, je veux juste entendre parler quelqu'un. Ils finissent par être curieux, découvrir des choses. Puis, moi, je fais souvent des activités genre, OK, voici XXX reportage, choisissez-en un, puis écoutez-le, puis résumez-les après aux gens, puis dans la classe, puis ils découvrent aussi beaucoup de choses. Mais ça devient... Pour moi, la culture, c'est le meilleur matériel pédagogique. Ouais. Je veux dire, travailler avec une feuille, là, on va faire des accords de participe passé. C'est vraiment poche. C'est vraiment poche. Mais si j'écoute un extrait des parents, par exemple, puis ils trouvent ça drôle parce que, il dit... plein d'expressions qu'on utilise, par exemple, dans les émissions de télévision, puis ils font « Ah, qu'est-ce que c'est ça? » Puis ils trouvent ça bien drôle. Là, puis là, on traduit les expressions, des trucs. Fait que ça fait entrer dans la culture. Bien sûr. Alors que faire de la grammaire décontextualisée, non, ça donne pas... Ben non, mais c'était pas facile quand même. Quand de secondaire, je me rappelle mes cours de grammaire. Ça? Ben non, j'aimais pas ça. Alors que si disait on va lire une pièce de théâtre ou si on va regarder un film, c'est pareil. C'est concret. On vivait la même affaire, ben oui, c'est sûr. Je me rappelle que les profs de français disaient aujourd'hui, on fera pas, on conjuguera pas le participe passé, on va lire une pièce de Molière ou un extrait de Molière. C'était bien plus fun, c'était bien plus trippant, ça c'est sûr. C'est normal. Donc moi, je suis content de t'entendre dire ça parce que, bon, on dirait que je m'en rappelais pas, mais la culture comme aide à l'intégration, comme aide à l'apprentissage, comme aide à... C'est moi qui viens de là, qui viens de cinéma, télé, théâtre et tout ça. Je suis bien content d'entendre ça. C'est quoi... on en a parlé un peu tantôt, mais tu sais, bon... c'est quoi les défis, en fait, là? Puis, en fait, non. Là, ça fait un petit bout quand même que tu enseignes, que tu fais ça. Y a-t-il une différence? Y a-t-il une différence, mettons, quand tu as commencé il y a 18 ans, puis maintenant? Dans les... mettons, dans un contexte où... Est-ce que le contexte politique a fait en sorte que les gens ont moins envie d'apprendre le français ou non? S'il n'y a pas eu de changement? Moins envie d'apprendre, je pense pas qu'il y a eu un changement. Non, mais par rapport à l'attrait de l'anglais, sens-tu que l'anglais est encore plus attirant, plus sexy maintenant qu'il l'était il y a 20 ans? Ça dépend où on est. J'enseigne à Terrebonne dans ma classe, là...
Il y a pas de problème. Ou presque pas. OK. Bon. Peut-être plus qu'avant. Là, on entend peut-être plus parler anglais qu'avant. OK, on entend plus parler anglais. Mais, tu sais, tu prends un apprenant dans une classe à Parc Extension, puis tu prends un apprenant dans une classe à Terrebonne, puis c'est clair que tu reviens dans 6 mois, puis celui à Terrebonne, il parle mieux français que celui à Parc Extension. Wow. Pourquoi? Parce qu'il va à l'épicerie, quelqu'un parle en français. Il va à la pharmacie, quelqu'un parle en français. Il va à la rencontre de parents, quelqu'un parle en français à l'école. Puis Montréal, c'est beaucoup anglicisé depuis 20 ans. Oui, fait que, dans certains quartiers de Montréal, là, c'est dur. Là, des fois, ça fait comme des mois que tu enseignes. Tu es comme, mon Dieu, on dirait encore qu'ils sont là. Puis parce que quelque chose de ta classe, ils sortent dehors, puis il n'y a plus le rien. français existe à peu près plus. C'est ce qu'un prof de Brossard me disait. J'ai rencontré un prof de Brossard dans une activité il y a quelques mois de ça, puis il me parlait de ça. Il dit... Lui, il enseigne à Brossard, puis il dit, ils sortent de la classe. Dès qu'ils ont mis le pied dehors, c'est terminé. Ils ne parlent plus français. Ils ne s'intéressent pas. Et non seulement ça, mais il dit, ils ne s'intéressent pas à nous. C'est comme s'ils ne vivaient pas au Québec. Comme s'ils vivaient au New Hampshire ou à Los Angeles ou des fois même dans leur pays d'origine. Mais il dit, c'est ça, c'est très difficile. Alors que là, comme tu dis, à Terrebonne, à Matane, à Amkoui, à Trois-Rivières, c'est pas le cas. Mais parce qu'ils peuvent utiliser la langue en sortant. C'est pas juste un truc... c'est pas un artefact, là. C'est pas genre j'apprends le français dans la classe, mais quand je sors, il n'y en a pas. Fait que c'est ça. Comme quand on apprenait le latin au secondaire. Ou j'étais à Alma, ben tu sais, c'est pas ça, là, je sors, puis le français, c'est partout autour de moi. Fait que je pense qu'il y a vraiment un grand défi. Puis à Laval, ou des coins où il y a 20 ans, c'était beaucoup moins pire, comme à Laval, par exemple. Là, c'est... Même, tu parles de Brossard, il y a certains endroits où, les... c'est normal, là, les gens vont se regrouper avec des gens qui parlent la même langue qu'eux. Je veux dire, moi, j'habiterais au Japon, je chercherais sûrement des expats québécois qui sont au Japon. C'est un réflexe naturel. Par contre, c'est vrai que des fois, j'ai l'impression qu'ils vivent au Québec, mais en périphérie du Québec. Là, ils sont géographiquement quelque part, mais c'est tout. Puis, ces gens-là, moi, je les connais moins parce que je les vois pas. Moi, ceux que je vois, c'est ceux qui ont décidé de venir apprendre, mais je m'inquiète beaucoup pour ceux qu'on voit pas. Puis qui ne s'intéressent pas à apprendre le français. Tu veux dire qu'ils ne sont pas dans tes cours, là? Oui, pas juste dans mes cours à moi, mais qui viennent juste pas s'inscrire parce que apprendre le français, c'est pourquoi? C'est comme si moi, je te disais demain matin, tiens, on va faire un cours de japonais ensemble, tu me dirais, pourquoi? Mm-hmm. Mais c'est triste qu'on se dise ça au Québec. Comment on fait pour changer ça? Premièrement, je pense qu'il faut... Cette perception-là, là. Oui, je pense qu'il faut faire des changements qui ne sont pas seulement cosmétiques, là, parce que des fois, j'entends des... puis pas juste j'entends, là, certains projets de loi où on dit, bon, là, on va afficher seulement en français ou on va afficher en nette prédominance en français, mais pour moi, c'est de l'esthétique. T'écris en français, mais je veux dire, si personne te parle en français en dedans, là, je veux dire que ce soit écrit en français, ça la pancarte, ça change absolument rien. Fait que je pense qu'il faut aller vers des changements qui ne sont pas cosmétiques. Puis il faut... Je pense qu'un jour, là, il va falloir arriver à un moment où on va se dire, si on veut que le français soit plus un défi, mais il faut que les gens qui arrivent ici soient francisés avant d'arriver un peu, ou soit proviennent de communautés, justement, où ils ont appris le français, où la langue est proche. Parce que c'est vrai que sinon, ça va coûter des milliards et ça va prendre des mois et des mois franciser les gens, puis... Tu arrives à 45 ans, ça te prend 2 ans à apprendre le français. Ben là, après, tu rentres sur le marché du travail. Mais c'est... Alors que si tu arrives au même âge, mais tu as fait tu l'as déjà fait avant. Cours de français avant. Oui. Ben tu as déjà un bagage, tu es déjà prêt à investir le milieu du travail, mettons. C'est ça. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui coûte de l'argent. Fait que on dirait que tu t'en sors jamais vraiment. Puis de l'autre côté, aller juste... avoir juste des immigrants de France puis d'Algérie qui parlent français, je dis, c'est un peu utopique, là, c'est un peu utopique si tu veux avoir autant de gens. C'est ça, c'est toujours un peu... Oui, je comprends. Si tu dis, OK, mon... Si on diminue pas les seuils, c'est un peu utopique parce que c'est quand même élevé. Les seuils, même si on les diminue, depuis... ce matin, c'est drôle parce que avant de venir ici, j'ai vu que le Québec annonçait un peu un gel de 6 mois sur les étudiants étrangers puis les travailleurs étrangers temporaires. Puis je me disais, OK, est-ce que ce genre de programme-là, depuis quelques années, a fait en sorte que là, il y a de plus en plus de gens qui sont arrivés au Québec qui ne parlent pas français. Parce que pour ceux qui sont sélectionnés, on leur demande d'avoir une certaine base de français, alors que quand on veut... Puis moi, j'appelle ça un peu du cheap labor. Là, je veux dire, c'est beaucoup moins compliqué d'embaucher 15 gars aux Philippines et moins cher qu'automatiser ton usine. C'est triste, là, mais c'est la réalité.
Mais c'est pas des robots ou des machines que tu es allé chercher, là. C'est des humains qui vont aller à l'épicerie, qui vont envoyer leurs enfants à l'école. Fait que, il faut que tu leur donnes les outils pour fonctionner dans la société, c'est-à-dire apprendre le français, pour eux, pour leurs enfants, tout ça. Fait que, je pense que c'est juste à Montréal, en plus, dans la région métropolitaine, là. Fait qu'on verra ce que ça donne à plus long terme, mais je pense que c'est des questions qu'il faut se poser aussi. Donc, il faut investir plus là, dans la francisation, puis essayer de faire en sorte que l'immigration soit plus francophone. Ouais. Ben oui, francophone, francophile, comme proche, parce que, là, tu vois, dans ma classe, présentement, j'ai à peu près 80% d'apprenants turcs. Puis, tu sais... comment dans ta classe? C'est comment grande ta classe? Dans tes classes? Ah ben dans ma classe, mettons, j'ai une classe, là, Ils sont combien dans ta classe, par curiosité? Ils sont 16. OK, t'as-tu dit 80? 80%. Ah, 80%! J'avais compris 80. 80% sont turcs, tu sais. OK. Fait que une classe de Turcs. Ouais. Tu sais, puis deux femmes de l'Amérique latine, tu sais. Puis les deux filles de l'Amérique latine, ils avancent, là, tu sais, mais... Les Turcs, mais je recommence, parce que les Turcs, tu sais, c'est dur, la langue est plus difficile. Puis, tu sais, des fois, je vois mes latinas qui me regardent, puis je dis, OK, je vais les voir, je leur donne un autre travail à faire, je différencie mon enseignement. C'est les bols de ta classe. Oui, c'est ça. Les latinos sont les bols de ta classe. Oui, c'est ça, mais tu sais, des fois, je me dis, tu sais, c'est dur. Tu sais, je veux dire, moi, j'en ai fait des cours de turc, là, un bout de temps pour comprendre, parce que j'avais j'ai fait un stage en Turquie, en tout cas, bref. Fait que je voulais apprendre le turc, j'étais comme, OK, ça, c'est une langue complexe, tu sais, puis je comprends le défi de ces gens-là quand ils arrivent, tu sais. Puis la beauté de la chose, c'est que même si la langue est éloignée, même si c'est compliqué, ils sont là. Ah oui. Tu sais, fait qu'il faut que je trouve une façon de les séduire. Tu sais, qu'il faut qu'on soit des... Séduire, on s'entend, là, tu sais, mais il faut que je sois une ambassadrice de ma langue, de la culture, puis que tous mes collègues, ou tu sais, on fasse un peu la même chose, pour servir de porte-étendard un peu de la culture, tu sais. Puis notre travail, même si on dit qu'on est enseignant de français, ben ça va beaucoup plus loin que ça. Tu sais, on enseigne... Oui, t'es comme l'ambassadrice du Québec, de sa langue puis de sa culture, en fait. T'es comme quasiment un des premiers visages... Oui, souvent, très souvent. Du Québec. Oui, très souvent. Je veux pas te mettre un fleur de lys dans le front, mais t'as quasiment une fleur de lys dans le front. Il y a un drapeau du Québec. Un gros drapeau du Québec. Ouais, souvent, je leur dis, ça fait combien de temps que vous êtes au Québec? Puis là, ils disent, je suis arrivée au Canada. Hein? Genre, est-ce que tu habitais au Manitoba? Non. Là, tu sais, comprendre que... Mais là, tu sais, évidemment, mon objectif, c'est pas de faire de la politique dans ma classe, mais tu sais, souvent, je blague avec ça, tu sais. Puis je leur, tu sais, il dit, toi, madame, je suis québécoise. Ah, tu sais, là, ils comprennent à un moment donné, tu sais, à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe, puis ils comprennent que, tu sais, il y a peut-être deux sociétés dans une, mais tu sais... Moi, je fais de quoi? Je sais pas, je t'en ai parlé, tu es peut-être au courant que je fais ça, mais je suis pas le seul. La cérémonie. On fait des cérémonies de citoyenneté. Ouais, on va en faire une autre cette année. Là. Pendant la pandémie, bon, c'était compliqué, mais depuis que la pandémie est terminée, les 2 dernières, on a eu plus de 400, nouveaux citoyens qui sont venus. On leur donne des drapeaux du Québec, des petits drapeaux. Je leur donne un certificat de bienvenue au Québec. C'est de citoyenneté québécoise, en fait. Ça reste symbolique, évidemment, ça reste symbolique. Ça veut rien dire concrètement. Mais les gens viennent, puis les gens, ils sont contents. Puis ceux qui viennent, en tout cas, ils sont conscients qu'ils sont ailleurs. Ils ont décidé de repartir leur vie dans une autre nation que celle qui est à Toronto, celle qui est à Winnipeg. Ils le savent. Bon, souvent, les nouveaux citoyens, ça fait déjà longtemps. Le processus est long avant de devenir citoyen canadien quand tout le monde arrive. Fait que ça prend... Souvent, les gens, ils parlent... La plupart, je ne dirais pas tous, la plupart parlent très bien français, en fait. Mais pas tous, effectivement, même après 5-6 ans. Mais la plupart sont déjà un peu conscients, là, OK, le Québec, c'est pas pareil, c'est une nation distincte, puis une culture différente, puis une histoire différente. Puis bon, ils sont pas tout au courant de l'histoire, nécessairement, mais ils savent, ils comprennent, là, ils le voient dans le quotidien que c'est pas pareil. Fait que ça, on n'a pas... Mais pour moi, c'est fondamental d'envoyer ce message-là, parce que dire on est ailleurs. On n'est pas au Canada ici, on n'est pas à Toronto, on n'est pas à Vancouver, on est une autre façon. On n'est pas meilleur ni pire, la question, c'est pas là, mais on est différent. On n'est pas pareil. C'est une autre culture. Fait que c'est une autre gang, une autre façon de voir les choses. Fait que pour moi, c'est fondamental d'envoyer ce message-là. Puis toi, tu fais un peu la même affaire, en fait. D'une certaine façon, tu es un peu l'ambassadrice de la langue et de la culture. Oui. C'est beau, hein? Je trouve. Moi, je te trouve pas mal chanceuse de faire ça. Ouais. Mais moi aussi, en fait, c'est mon travail. C'est sûr qu'à Ottawa, on se bat. C'est un peu... en fait, c'est pas vrai, là. Tu sais que la politique de bilinguisme, dans le cadre de la politique des 2 langues officielles au Canada, l'anglais est considéré comme une langue minoritaire, ce qui n'est pas, évidemment. Les Anglais sont majoritaires partout en Amérique du Nord.
Mais en vertu de ça, dans les 5 prochaines années, le fédéral va envoyer 700 millions de dollars à la communauté anglophone du Québec versus 50 millions pour la communauté francophone. Alors que c'est le français qui est menacé. Tu comprends? Quand on se pose la question de savoir si Ottawa est un facteur d'anglicisation au Québec, bien sûr que oui. Ottawa est un facteur d'anglicisation. Ça fait des années qu'ils font ça. Mario Beaulieu, il a fait une étude des investissements fédéraux dans les langues pour le français puis l'anglais au Québec depuis 50 ans. C'est catastrophique. C'est des milliards par rapport à peu près rien pour le français. Fait que, on se demande, oui, évidemment, l'éducation, c'est important, puis oui, apprendre le français, puis oui, c'est Québec, mais le problème est à Ottawa, tu sais, puis moi, quand je les entends, les pauvres franco, les députés franco hors Québec, qui se bercent d'illusions sur le bilinguisme, tu sais qu'il y avait une femme de la Saskatchewan qui me disait, francophone, il y a l'Association des femmes francophones du Canada, là, qui viennent à Ottawa une fois de temps en temps, puis en Saskatchewan, si tu veux envoyer tes enfants à l'école française, c'est à 300 km. Il y en a 3 dans toute la province, puis arrange-toi. Si t'es proche, ben c'est bien. Si t'es pas proche, ben tant pis pour toi. Fait que c'est l'accessibilité au service en français là-bas qui est difficile. Ici, ben c'est un peu la même affaire, mais c'est l'accessibilité au cours de français que toi tu donnes à la prononciation qui est plus difficile. Mais là-bas, c'est plus fondamental que ça. C'est juste l'école. L'école, si on veut tes enfants, apprendre le français qui est ta langue, c'est super difficile là, dans le reste du Canada. Ottawa, ça reste toujours un problème, ça reste toujours un problème. Le Canada, ça reste toujours un problème, J'en viens à ce que je voulais dire depuis le début, Tant qu'on ne se donnera pas les pouvoirs d'un État, je pense qu'on ne réglera jamais ce problème-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Tania? Je suis assez d'accord. J'aime le ton que tu l'as dit. Je suis d'accord, mais tu sais... Donc, tu es pour l'indépendance du Québec? Je ne veux pas vendre un scoop, là. Oui, mais tu sais, quand tu ne contrôles pas tes frontières, tu sais, je veux dire, tu peux pas, là, tu sais, le jour où le Québec va avoir un programme d'immigration où il va dire, ben tu veux migrer au Québec, tu dois démontrer, par exemple, une certaine connaissance du français, ou tu dois t'engager à apprendre le français en arrivant, ou tu dois, tu sais, comme quand il y a quelque chose comme ça à faire. Tu sais, le Québec essaie depuis 2-3 ans, je pense qu'il y a quand même des améliorations, mais tu sais, je pense qu'il y a des choses qu'on peut contrôler du Québec qu'on n'a pas fait pendant plusieurs années, comme par exemple demander de démontrer un certain niveau de langue pour renouveler un permis de travail. On faisait pas ça avant, on fait ça depuis 2023, tu sais. Puis c'est quelque chose de québécois qui peut être fait au Québec. Fait que je pense qu'il faut aussi faire ce qu'on peut faire, là, parce qu'on ne le fait pas tout le temps. Mais, tu sais... Qu'est-ce qu'on ferait de plus si on était un État? Qu'est-ce qu'on ferait de plus qui nous permettrait d'assurer la survie du français, à ton avis? Bien, en fait, je pense que tu pourrais avoir des critères à l'immigration beaucoup plus sélectifs. Tu pourrais... sélectif au niveau de la langue. Tu pourrais demander, en fait, on le fait déjà avec les gens qui ont un statut régulier d'immigration économique, mais on pourrait avoir du pouvoir sur les catégories d'immigration qu'on ne contrôle pas présentement. Par exemple, le parrainage familial, les demandeurs d'asile, les réfugiés, tout ça, c'est Ottawa qui s'occupe de ça. Évidemment, je ne vais pas aller dire, OK, tu arrives d'un pays en guerre, là, démontre-moi que tu parles français. C'est pas ça, on n'est pas là non plus, mais on pourrait quand même avoir certaines choses qui seraient plus... qui feraient en sorte qu'on pourrait demander des critères linguistiques, ou en fait, tu sais, un pays francophone, la question se pose même plus. Là, j'habite dans un pays francophone, alors que maintenant, j'habite dans un pays bilingue, en guillemets. Fait que c'est sûr que c'est différent. Juste le message politique que ça envoie. Tu es migrer au Québec. Le Québec, c'est un pays francophone. C'est une autre histoire que je migre au Canada, un pays bilingue où le français, c'est une langue. C'est vraiment radicalement différent. Fait que, c'est vraiment, vraiment différent dans le message, puis dans ce que tu connais de la société avant d'arriver. Fait que tu es très conscient que tu immigres dans un pays francophone. Alors que là, tu es très conscient que tu immigres au Canada. Puis souvent, puis c'est même pas anecdotique. Là. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie, dans mes cours, qui me disaient qu'ils avaient compris que le Québec était francophone en arrivant. OK. Ils ne savaient pas. OK. Il pas juste pas une fois. Avant, là. Ça m'est arrivé 30, 40, 50 fois de gens qui disaient « Je suis arrivé au Québec. » Puis j'ai dit « Oh! C'est français. C'est quoi? Personne ne m'a dit ça avant. Ben, tu sais, pour nous, ça a l'air un peu bizarre, mais tu sais, quand t'es dans une province de la Corée ou quelque part en Ukraine, je veux dire, tu sais, moi, si tu me demandes quelle langue on parle dans le nord des Philippines, tu sais, bon, je sais que le tagalog, c'est la langue, mais il y en a une vingtaine d'autres. Tu sais, tu sais pas trop, je peux pas te dire dans quelle région des Philippines ils parlent Cebu. Je le sais pas, tu sais. Je sais que ça existe, mais je le sais pas. Fait que, tu sais, puis, tu sais, souvent, quand tu choisis pas ton immigration, tu sais, les gens qui choisissent souvent le savent, mais tu sais, quand t'as pas nécessairement choisi où tu t'en venais, où t'es parti de chez toi pour une problématique politique, bien souvent, tu le sais pas nécessairement. OK.
aujourd'hui, quel conseil tu donneras aux décideurs politiques pour améliorer la situation du français au Québec, mettons? Pas mal, en fait. Au niveau du Québec, il y a beaucoup de choses à faire. Des choses qui peuvent paraître anodines, mais qui ne le sont pas. Exemple, on demande des examens français quand on veut démontrer un niveau de langue au Québec. Okay. On n'a pas d'examen québécois. T'sais, on valorise pas la langue québécoise. Je veux dire, c'est comme s'il y avait... Comme si ça n'existait pas. Puis ça, c'est un dossier québécois. Ils décident que ça fait des années. Tu fais une différence entre la langue française et la langue québécoise? Ah ben bien sûr. Oui, en fait, c'est la même langue, c'est le français. Oui. Mais je veux dire, dans un examen, si j'entends « je me regarde dans la glace », ça se peut que ça ne veuille pas dire la même chose pour un Québécois que pour un Français. Je me regarde dans la glace, peut-être que je suis sur un lac, puis je me regarde dans la glace, alors que lui, il se regarde dans un miroir. Je porte mon gaminet ou je porte mon T-shirt. Bon, quand est-ce que tu utilises ça? Fait que, il y a des particularités au Québec qui sont importantes quand même, qu'il faut valoriser. C'est notre langue, c'est notre identité. Bien sûr, mais tu sais, pour avoir fait, excuse-moi, je suis allé 2-3 fois en France, fait même 3-4 fois là, dans la dernière année et demie à peu près, puis je suis frappé, on parle plus français qu'eux. Eux, leur langue est métissée d'expressions anglaises. Bon, le français n'est pas menacé en France, mais c'est fou. Même, je parlais avec un député français là-bas, puis il me disait... Je faisais remarquer qu'il disait week-end, mais il dit c'est quoi le vrai mot? Qu'est-ce que vous utilisez au Québec? Ben, fin de semaine. Il fait oui, c'est vrai, ben oui, c'est fin de semaine. Enfin, c'est pas les week-ends. Mais tu sais, le Québec a fait des choses fantastiques pour la langue française. Tu sais, les noms de métiers féminins, là, tu sais, au Québec, tu dis la mairesse, mais en France, tu dis encore madame la mère, là, ou je sais pas trop. Tu sais, je veux dire, il y a plein de... Bon, tu sais, on a, je pense, une certaine liberté ou flexibilité ou créativité au niveau des mots. Tu sais, un courriel, c'est pas un Français qui a inventé ça. Non. C'est un Québécois. C'est un québécisme, tu sais. Mais, tu sais, par exemple, tu sais, quand je te parlais d'examen, tu sais, quand on demande aux gens de prouver leur niveau de français au Québec, on utilise des examens avec des bandes sonores françaises ou avec des tâches. Puis en plus, moi, je fais un examen, il faut que je l'enregistre sur un iPad, je donne une note, mais il faut que j'envoie l'enregistrement à Paris pour que quelqu'un valide mon évaluation. Tu sais, ça, c'est niaiseux, mais tu sais, t'arrives avec les gens et tu dis « Madame, c'est quoi un bonnet? C'est quoi un gendarme? » Tu sais, on avait des exemples dans le journal. Tu sais, un gendarme lui demande, puis comme je sais pas ce que ça veut dire. Parce qu'ils ont appris le français au Québec, puis certains mots du lexique, par exemple, qu'ils savent pas. Fait que, tu sais, créer un examen français en français québécois, par exemple. Ça, ce serait une chose. Après, tu sais, demander aux gens qui sont pas permanents au Québec d'envoyer leur enfant à l'école française. Ça aussi, c'est le Québec qui pourrait faire ça. C'est pas le cas. Fait que, par exemple, moi, tu vois, j'avais une stagiaire à l'université l'année passée à Longueuil, chez toi. Chez toi. Près de chez toi. C'est chez nous, c'est dans mon royaume, le royaume de Longueuil. C'est toi. Et une école anglophone, que je nommerai pas, à Longueuil. Et dans la classe de ma stagiaire, il y a peut-être 18 anglophones. Et il y a une dizaine de jeunes qui ne parlent pas anglais dans la classe parce qu'ils sont des enfants de travailleurs étrangers temporaires qui ont droit à l'école en anglais, mais ils ne parlent pas anglais. Mais leurs parents les ont envoyés là parce qu'ils trouvaient ça comme plus... Fait que, tu sais, ça, c'est un dossier québécois. Ça peut être géré au Québec. Ça ne l'est pas. Fait que, tu sais, des fois, je me dis, c'est le fun, là. Un jour, on va pouvoir décider, mais en attendant, je pense qu'il faut faire des choses nous-mêmes sur lesquelles on a du pouvoir. Tu sais, je comprends pas pourquoi on peut aller faire un diplôme d'études professionnelles en anglais au Québec. Je comprends quand tu es issu de la communauté anglophone et tu as étudié en anglais, c'est correct. Mais... Pour les autres. Tu sais, il y avait un papier dans le devoir, là, je veux pas dire n'importe quoi, là, mais on regardera la statistique, là, mais c'était à peu près genre 60-70% des apprenants de la formation professionnelle au Québec qui étaient pas en anglais, qui n'étaient pas des anglophones. Qui étaient des nouveaux arrivants. Comment ça se fait qu'on peut faire ça? Comment ça se fait qu'un jeune de 16 ans peut commencer son éducation en français, puis le jour qu'il a 16 ans, décider d'aller poursuivre en formation générale des adultes en anglais? Pourquoi? C'est tous des dossiers québécois sur lesquels nous, on pourrait avoir une incidence. Mais tu sais, j'ai pas français. Ben, pas nous, toi et moi, là. Mais je veux dire, toi, oui, mais moi, non. Mais tu sais, je veux dire, qu'au niveau des politiques, qu'on puisse faire ce qu'on peut faire. Même chose, tu sais, puis des fois, on fait des aberrations, genre, tu sais, quand on demandait, on disait aux gens, ben après 6 mois au Québec, il faut que tous vos services soient en français. Puis là, tu te dis, bon, attendez un petit peu, parce qu'au Québec, pour être autonome en français, on dit dans le programme québécois que ça prend 1400 heures. Ouais, ça se fait pas en 6 mois. Fait que ça se fait pas en 6 mois. Tu sais, fait que des fois, je trouve qu'on n'est pas conséquent. Ouais. Fait que, tu sais, ce qu'on peut faire, nous, je pense même si on comprend l'idée. L'idée de 6 mois, c'est de mettre un deadline. C'est trop tôt. Oui, c'est ça, mais c'est de mettre un deadline. Pareil, l'idée derrière ça, c'est de dire, c'est parce qu'il faut
faut que ça s'arrête. On va donner des services en anglais pendant un bout, mais on ne pourra pas le faire éternellement. Non, sauf que, tu sais, si on disait, on voit que dans le programme, ça prend à peu près 1400 heures, un an et demi, là, selon si tu prends des vacances l'été ou pas, ou blablabla. 1 an et demi en français, c'est correct, mais 6 mois, je veux dire, toi, dans 6 mois, je vais te donner un formulaire en arabe, je vais te dire, go, vas-y, tu vas faire comme, c'est bon. Quoi, tu peux utiliser ton Google Translate, n'importe quoi. Mais je veux dire, je pense que le message n'est pas... Fait que, des fois, je trouve qu'on fait des choses un peu drôlement, qu'on n'exerce pas le pouvoir où on pourrait le faire. Fait que, je pense que ce qu'on peut faire, je pense qu'il faut le faire en attendant. Fait que, OK. Même si c'est des petites choses, c'est avec des petites choses qu'on améliore les... T'es-tu optimiste, toi? Pas tout le temps. Ah. Pas tout le temps. Surtout, tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, j'entendais parler le commissaire dernièrement, puis il disait que dans certains travaux, tu sais, il disait que dans les cours de langue, souvent, la langue commune devient l'anglais. Tu sais, parce que dans les classes, par exemple, au secondaire, tu mets en Gatineau, ben ils apprennent tout le français, mais ils se parlent en anglais parce qu'ils connaissent l'anglais. Puis là, je me disais comme, hey, ça, pour moi, c'est épouvantable parce que le but d'avoir une classe d'accueil ou un groupe de francisation, c'est que le français devienne la langue commune entre ces gens-là. Puis là, c'est plus le cas partout. Fait que, tu sais, ça, pour moi, je suis comme, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a des bouts, là. Tu sais, c'est comme si tu te disais, ça, c'est ton gâteau, là. Ben, il y a comme une coupe de pointe pour lesquelles je suis pas optimiste, puis une autre partie pour laquelle je le suis. Pour venir, raconte-moi d'abord une belle histoire que tu as vécue là, dans les 20 dernières années là, de quelqu'un que tu as rencontré par rapport à la langue, là, mettons, soit qu'il l'a appris rapidement ou qui t'a donné des nouvelles après, puis qui travaille dans je sais pas trop quoi. Là. Ah, plein, là. Des exemples d'intégration réussie. J'en ai plein, là. D'immigration réussie, là. Tu sais, j'ai, mettons, 2-3 anciens étudiants, là, tu sais... Juliana, qui était comptable au Venezuela, qui a refait ses cours de comptabilité au Québec, puis qui est comptable maintenant dans une entreprise québécoise en français. Une autre qui vient du Venezuela, qui était recruteuse internationale au Venezuela, qui est arrivée ici, puis qui est devenue recruteuse internationale pour des employés latinos, puis qui s'occupe de l'intégration des nouveaux arrivants qui parlent espagnol. Mon chum qui est ingénieur en informatique. Tu as rencontré ton chum dans ton cours? Mais dans la classe à côté. C'est pas super. J'ai conservé mon sens éthique qui était dans l'autre classe. Sa francisation était finie. Je m'en allais te chicaner. Sa francisation était finie. Mais tu sais, qui est ingénieur chez l'Auto-Québec. Tu sais, les gens, quand on leur donne la chance et qu'on les accompagne bien, ils réussissent bien. Okay. Mais si tu leur donnes pas les outils et qu'ils ne les accompagnent pas, ben c'est dur. Tu sais, ce matin, je voyais une anesthésiste de, je me souviens pas quel pays, l'Argentine, je pense, qui ne peut pas exercer. Puis pour moi, c'est épouvantable. Tu sais. Puis cette dame-là doit parler français, là, mariée avec un Québécois, tout ça. Là, sûr que oui. Fait que ça, c'est, je dirais que ça, c'est toujours des beaux succès. Là, des gens qu'on a au mois de septembre qui ne parlent pas du tout, puis qu'au mois de juin, ben, sont capables de te parler presque couramment. T'sais, pas nécessairement parfait, là, il manque des mots justes, tout ça, mais tu passes de « j'ai rien compris », je sais pas dire bonjour, à « je tiens une conversation avec toi quelques mois plus tard ». Pour moi, c'est toutes des réussites. Hey, merci, Tania Lompré. Ben, de rien. Vraiment, je te félicite aussi, puis je t'envie un peu, je suis un peu jaloux, en fait, de ce travail que tu fais, parce que, tu sais, tantôt, j'ai employé le mot ambassadrice de la langue française, ambassadrice de la culture, ambassadrice du Québec, en fait, auprès du monde entier. En fait, tu es une vraie ambassadrice, là, tu sais, c'est pas juste... C'est concret, ce que tu fais, là. Tu changes des vies, tu changes le visage du Québec à tous les jours, tu changes la vie des gens à tous les jours en les amenant vers nous. Ben, je prends le crédit pour moi et pour tous mes collègues. Ben oui, toi et toute ta gang, en fait. Bravo. En fait, oui, elle et toute sa gang. Je vais le dire, répéter. Au primaire, au secondaire, aux adultes, c'est tous ceux qui sont. Ah, mais c'est une vocation à apprendre. Déjà, enseigner, c'est une vocation. Moi, j'ai pas cette patience-là. Déjà, c'est déjà extraordinaire. Mais tu vois, en plus, tu fais dans un domaine qui est névralgique pour l'avenir du Québec, l'avenir de la nation. Fait que c'est vraiment... Je te félicite, en fait. Toi et ta gang, bravo. Puis merci vraiment d'être venu à mon balado. Ben merci pour l'invitation. Bonne fin de journée. À toi aussi.